excusez-nous pour le léger retard. Donc aujourd'hui, une séance publique qui est consacrée aux technologies relationnelles, notamment technologies relationnelles et territoires, avec la présence de Hugo Pain, qui se présente lui-même comme un passionné par les usages des technologies de l'information depuis 1993. C'est quelqu'un qui est par ailleurs très présent sur le web, sur les réseaux, et pour le présenter, je reprends d'ailleurs un certain nombre d'éléments qu'il met lui-même à disposition. Il a débuté dans la télématique locale pour très vite arriver à participer à l'essor du web, d'abord dans le milieu associatif, puis privé, et enfin dans celui des collectivités territoriales et locales. Il est chargé de mission en technologie de l'information et de la communication à la ville de Rennes. Il a successivement déployé des sites web, des supports multimédia, des extranets d'alimentation et d'information, avant de développer de nombreuses expérimentations en rapport avec la notion de territoire augmenté, avec un objectif de service aux habitants. Je crois d'ailleurs qu'il parle aujourd'hui plus volontiers de territoire hybride que de territoire augmenté. Depuis 2004, il travaille sur la veille, l'expérimentation avec les habitants, l'administration électronique et la politique de la ville, en lien avec de nombreux réseaux. Il a mené de nombreuses expérimentations d'usage pour le territoire rennais, CD-ROM Vivre à Rennes, mise en ligne de la maquette 3D de la ville et de 1400 organismes utiles, équipement Internet pilote avec les collectifs d'handicapés, Moblog citoyen géolocalisé, système d'information mobile gratuit, utilisant les flux du 2.0, etc., etc. Il est par ailleurs cofondateur de la bibliothèque francophone Second Life et du Métaverse, ainsi que de Metalab 3D autour des cyberterritoires, avec son collègue avec lequel tu travailles de temps en temps, je crois qu'il est Loïc P. À titre professionnel, il est également cofondateur des rencontres du net public breton, des étés technologie d'information et de la communication de Bretagne et des rencontres nationales de la communication publique et des technologies nouvelles. Donc nous allons commencer par l'intervention de Hugues, qui sera suivie par la mienne, puis celle de Bernard Stiegler, pour enfin laisser place, comme vous en avez l'habitude, aux questions et à la discussion. Donc voilà, Hugues, si tu es prêt, tu as une demi-heure, trois quarts d'heure pour nous présenter ton activité, tes réflexions autour des nombreuses expérimentations que tu as pu menée sur la région Bretagne et donc Rennes. Merci beaucoup pour cette invitation surprise qui m'honore. Donc voilà, moi en fait ce que j'aimerais c'est en tant qu'autodidacte en fait de la pratique et du déploiement d'usage sur un territoire public, mais en lien avec pas mal d'acteurs qui travaillent en fait sur des collectivités en France ou à l'étranger, c'est profiter de cet après-midi pour essayer de conjuguer le terrain et un petit peu de hauteur et profiter de la phase de débat qu'il y aura après nos interventions pour confronter en fait des réflexions qui sont issues d'observations que je fais sur notamment la problématique de territoire et d'usage des technologies de l'information. Et donc je vais franchement avec vous en fait exposer un petit peu cette notion de territoire qu'on appelle hybride avec le hic, l'illustrer en fait ce qu'on essaye de faire à Rennes ou ailleurs, illustré par des exemples en fait d'opérations ou d'expérimentation de territoire, essayer de les mettre en lumière sous cet angle de territoire hybride, et puis j'espère que dans la phase de débat final on pourra en fait la démolir ou la reconstruire. Donc en fait, aujourd'hui, si on regarde, moi ce que j'observe, c'est que quand on parle de territoire au quotidien dans mon travail, eh bien, on va parler de limites régaliennes de territoire. Donc ça veut dire que très souvent, les territoires publics vont, au niveau des services administratifs, définir leur action par rapport au spectre de compétences qu'elles ont et à des limites administratives qui sont celles que vous voyez sur les cartes, avec les découpages de frontières objectifs du territoire. Ça me pose un petit problème, c'est que aujourd'hui, dans le territoire, il y a l'étendue spatiale, il y a la densité, surtout dans les aires urbaines, puisque vous savez qu'elle concentre 80% de la population humaine. Moi, je travaille dans une métropole
provinciale, mais qu'on voit bien qu'il y a une densité extrêmement importante, et cette densité, elle vit comme un cœur avec des rythmes de flux, et ces flux sont aujourd'hui extrêmement denses et critiques. Vous les connaissez bien sur la région parisienne avec le métro, mais ils se doublent, et j'en reparlerai, de leur ombre numérique et tissés de relations. Donc il y a de l'étendue géographique, il y a des flux, il y a des tensions, des inégalités. Les personnes sans domicile fixe font partie de notre quotidien dans l'espace public, nous rappellent ces tensions. Et il y a quand même quelque chose qui est extrêmement important, c'est que le territoire, avant tout, c'est un territoire perçu et un territoire vécu. Or, une chose qui est extrêmement intéressante et sur laquelle on s'est penché très tôt, vers 2001-2002, avec notamment Loïc, c'est qu'est-ce que, en dehors des sites internet, par exemple de collectivités qui sont en quelque sorte l'expression très souvent des services ou les déclinaisons de la communication institutionnelle des collectivités, autrement dit déclinaison du magazine municipal, déclinaison des campagnes d'affichage, doublé du régalien. Ce que j'appelle le régalien, c'est vous aider à inscrire votre enfant à l'école, faire des cartes d'identité, etc., sur lequel là tout le monde est d'accord pour avancer, et avance tant bien que mal de manière assez forte finalement. Il y a autre chose qui doit intéresser les territoires publics, c'est l'espace partagé, la perception de l'espace partagé, la qualité de vie, la qualité du débat, la prise dessus, la démocratie locale. Or, ce qui est très intéressant, c'est de regarder évidemment la dimension numérique du territoire, non pas en s'intéressant uniquement à où passe la fibre optique et qu'est-ce qu'il y a sur mon site officiel, mais qu'est-ce que les gens de la ville ou du territoire disent et qu'est-ce qu'on dit tout court sur la ville. Autrement dit, quelle est l'expression ou la trace de l'expression laissée dans l'écosystème numérique par les personnes qui vivent sur un territoire, ou la trace de l'expression numérique des personnes tout court en rapport avec ce territoire. Or, c'est extrêmement intéressant d'observer ça parce que ça amène évidemment à regarder un petit peu différemment le positionnement du territoire, dans la mesure où le territoire il a avant tout vécu, et ce que les gens expriment par exemple sur Internet, dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Flickr, dans les sites de partage, eh bien, c'est pas du tout le territoire objectif, ou pas tant que ça. C'est le territoire vécu. Donc, on a des surprises qui permettent de se repositionner et de repenser un petit peu la place qu'on peut avoir dans un écosystème dont je reparlerai, et qu'un écosystème physico-numérique dans lequel on voit les choses différemment quand on arrête d'opposer les signes tangibles et les signes qui viennent du numérique. Je vais vous donner un exemple extrêmement simple et classique, illustré par une expérience qui s'est faite à Nantes et à Rennes, doublée d'une autre expérience d'ailleurs qui va être donner lieu à une restitution à Rennes dans 15 jours, qui est la cartographie subjective du quartier du Blône. On a un quartier dans une cité du sud de Rennes qui s'appelle le Blône et dans lequel des personnes sont venues sur le terrain se promener avec les enfants, des téléphones mobiles pour géolocaliser des contributions et prendre parole, dessin, photos et expressions en les interrogeant ensuite et replaquer ça sur un fond de carte où il y a uniquement le périmètre administratif de la ville. C'est extrêmement intéressant puisqu'on voit bien que ce qui existe de Rennes pour les enfants de ce quartier a très fort pourcentage de logement social, puisqu'à Rennes, on n'est pas en dessous mais au-dessus des préconisations en termes de logement social, c'est volontariste. C'est qu'il y a leur quartier qui existe, il y a le stade de foot parce que c'est pas cher et qu'on y allait une ou deux fois, le centre-ville, mais les boutiques c'est joli, mais pas pour nous, et le reste de Rennes, les autres quartiers n'existent tout bonnement pas dans la perception de Rennes par ses enfants. Si on regarde actuellement les traces numériques qu'il y a sur le web, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'expressions de la ville partagée ou non, vécue ou non, aimée ou non, qui sont extrêmement parlantes sur la qualité de vie ou la perception des habitants. Et il y a également des gisements énormes d'expression et de partage de la ville qui sont aujourd'hui laissés en friche par les territoires publics. Je vais donner un autre exemple à l'opposé de cette notion de friche. Vous savez que, par exemple,
Si on regarde ailleurs que sur son site officiel, eh ben, on fait comme tout le monde, on tape sur Google, on regarde et on s'aperçoit que des fois on est à la page 4 ou à la page 8 et qu'on va avoir un article de Wikipédia qui va monter. Cet article de Wikipédia, il est issu d'une démarche particulière de contribution dans un écosystème non lucratif permettant de constituer une encyclopédie collaborative qui a aujourd'hui une dimension locale. À Rennes et à Brest, par exemple, on a des wikis locaux qui sont subventionnés par les villes pour constituer des greniers numériques à but non lucratif, d'objets médias de type photo, son, vidéo et témoignages, réexploitables par toutes les personnes qui le souhaitent, mais qui contribuent à la dimension numérique du territoire, c'est-à-dire que quand vous cherchez quelque chose sur le territoire de Brest, aujourd'hui en images, vous serez extrêmement surpris de voir qu'il y a des milliers de photos sur la photothèque collaborative du pays de Brest. Vous serez peut-être surpris aussi de voir que sur cette photothèque, tout est en libre de droit Creative Commons. Et vous serez encore plus surpris de voir l'écosystème de réutilisation de ces images qui est extrêmement important. Seulement, le Wikibrest, il existe avec des collectages physiques sur des personnes qui n'ont pas de connexion Internet nécessairement, qui peuvent amener des boîtes de chaussures où on scanne leurs photos parce qu'on considère qu'enrichir la dimension du bien commun numérique local participe d'un écosystème de va-et-vient entre le physique et le numérique où on peut imprimer ou pas, utiliser ou pas, mais reprendre sans problème, ni notion d'exclusivité. Actuellement, faites le test sur Paris, tapez Paris sur Flickr, vous trouverez 3 ou 4 gros groupes. La dernière fois que je suis allé voir, il y a environ 2 mois, il y avait 189 000 photos sur le groupe Paris, contenant environ 22 000 contributeurs, dont un bon quart en libre de droit. Quelqu'un, au niveau des institutions publiques de la ville de Paris, a-t-il organisé une exposition physique permettant de créer du lien social en réunissant les contributeurs de cette photothèque, ou alors est-elle en dehors du spectre de notre action publique parce que c'est un site de partage et pas un beau livre d'art? C'est une question, par exemple, extrêmement simple, et c'est des expérimentations très faciles à faire. En gros, aujourd'hui, une grande partie des contenus sont émis non seulement par les autorités privées ou publiques, qu'elles soient régaliennes ou acteurs privés, mais elles sont émises par les usagers, et elles vont être émises de plus en plus par les usagers. Vous connaissez les dynamiques du Web 2.0. Ces dynamiques du Web 2.0 aujourd'hui sont en grande partie thésaurisées et rentabilisées par les sites de partage. Google ne fait presque pas de contenu Internet lui-même. Il fait des outils pour fabriquer des contenus ou pour fabriquer des relations. Flickr ne prend pas de photos. YouTube ne fait pas de vidéos. Et ces vidéos, vous savez tous aujourd'hui qui en envoie le plus et qui en fait le plus. Donc ce qui est intéressant également, c'est que ces contenus qui autrefois étaient identifiés comme étant en rapport avec un territoire par rapport à des mots-clés, prennent une dimension complètement nouvelle dans la mesure où la géolocalisation, donc la localisation des contenus médias qui traversent le numérique et sont envoyés en grande partie par les particuliers, ces contenus aujourd'hui sont géolocalisés quasiment par défaut, en tout cas de manière optionnelle, dès que vous ouvrez Facebook sur votre téléphone mobile ou smartphone avec Facebook Places, Google qui va sans doute relancer l'attitude, Flickr, 20 000 photos d'uploadées par minute qui vous propose la localisation du contenu, Dis-moi où qui vous propose de dire si vous aimez le restaurant ou pas, et tout ça, ça constitue simplement la pose sur une métaphore planétaire de l'espace, initiée de manière assez forte par Google Earth, si on peut dire, au moment où tout le monde a vu un peu la planète de la même façon dans son écran. Et bien là, je ne vois pas la planète finalement, ce que je vois, c'est les objets numériques déposés par un peu plus d'1 milliard d'humains qui sont à portée de ma vie in situ, c'est-à-dire je marche dans la rue au milieu d'objets numériques qui sont eux-mêmes reliés à des services, à des personnes, et je reparlerai de l'écosystème d'objets médias socialisés qui me paraît essentiel. Si on regarde ça au lieu de regarder son site internet de ville et les tuyaux qui passent dessous, il faut regarder ces deux choses-là, bien sûr, parce qu'il faut quand même des tuyaux pour accéder à tout ça, ce qui pose la question des conditions économiques sur lesquelles on peut accéder à ces types de services. On peut se demander quel est le volontarisme des services publics pour être présents dans un écosystème sur lequel une grande partie des usages va très probablement se déporter dans une hybridation entre quand je marche physiquement dans la rue et la prise sur les autres ou les objets numériques posés par les autres qui correspondent eux-mêmes à des offres de vraies personnes, de vrais commerces ou de vrais services publics. Donc déjà ça pose des questions qui sont assez intéressantes. Par exemple, dans cet écosystème, un outil comme Twitter fonctionne assez bien parce qu'au lieu d'être face à un monolithe qui dit
je m'exprime et c'est tout ou rien. Tout ce qui concerne un certain sujet, un certain mot-clé ou une localisation peut être extrait de tous les fils d'information de tous les émetteurs à la volée en fonction de telle heure et de tel endroit. Ça veut dire que l'information devient granulaire. Un petit peu comme si vous aviez les éléments des fils RSS qui pouvaient être détachés les uns des autres et resyndiqués en même temps. Ça provoque une capacité en fait d'invoquer l'information et les services autour de soi à partir donc des dynamiques de contenu montant de la part aujourd'hui des particuliers, des autorités et très bientôt de la part des objets, puisque vous le savez, un des objectifs techniques de l'IPv6, un des socles, c'est en gros les objets comme les personnes émettent une ombre informationnelle plus ou moins bien maîtrisée, avec une mémoire assez longue, qui peut être transformée en service à plus ou moins grande valeur ajoutée. Et cette information shadow, cette ombre informationnelle, pose des questions de prise de conscience du tracking de soi-même, crée un gisement de service, et pose aussi un problème d'existence ou pas de service public. Ce que je vous disais avant n'est pas sans incidence. Aujourd'hui, par exemple, quand la bibliothèque de Limoges ou le Muséum de Toulouse décide de verser en libre de droit des photographies sur le site contributif Flickr, ils permettent à n'importe quel instituteur, en 2 clics et sans être informaticien, d'embarquer n'importe laquelle de ces photos dans un portfolio, tout comme un blogueur de Toulouse sans contrôler ce qu'il va dire. C'est le contraire du fait de tout enfermer dans un site internet à très forte propriété intellectuelle. Quand vous avez une dynamique dans laquelle vous allez ouvrir de l'ombre informationnelle pour que d'autres gens créent des usages à partir de ça que vous n'avez pas prévu, vous faites le choix qui est de glisser plus du côté du lâcher-prise pour favoriser par exemple de l'émergence de services au niveau local. Il y a 2 choses qui me paraissent intéressantes. C'est que, plus que ça, mais je vais commencer par ces 2-là. Donc première chose, une chose qui est importante, c'est de comprendre que les signes qui étaient posés sur les cartes dans un référentiel commun dans lequel je vois que c'est à peu près là, il y a un X ou il y a un Y, déjà ils débarquent dans la rue. Donc ça c'est quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui il y a énormément d'objets, de personnes avec des mobiles ou autres qui posaient ça sur les cartes des spécialistes et aujourd'hui vous-même là en allumant votre mobile et en envoyant une photo, eh ben, si vous l'envoyez sur Flickr ou sur Twitter, je suis sur la carte du théâtre de la colline pour toute personne qui passera derrière moi et qui activera son mobile. Donc ces signes, ils débarquent dans la rue. Ensuite, ça construit des métaphores géocontextualisées de territoire. C'est très intéressant parce que même si je ne sais pas lire une carte, je peux en fait, par la dynamique des réseaux sociaux, voir la ville de ma tribu. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. À Rennes, par exemple, on a des collectifs de personnes qui s'intéressent au skateboard. Dans le numérique, il y a une inégalité qui n'est pas forcément financière, c'est que ceux qui contribuent le plus sont ceux qui sont le plus vus. Donc souvent, les militants, par exemple, les collectifs militants, ont une forte appropriation des usages du web contributif et des réseaux sociaux et peuvent avoir une visibilité beaucoup plus forte sur le web que d'autres qui ont plus d'argent, plus de moyens et sont beaucoup moins actifs. Si on prend cette petite communauté, par exemple, il y a une cartographie des bancs sur lesquels on peut passer en skate, des places sur lesquelles on roule bien parce qu'il n'y a pas de pavé, et puis des bars où il y a de la musique de skateurs, de la musique trash. Ben, je peux très bien allumer mon mobile à Rennes et passer ma journée rien que dans la carto du Rennes des skateurs. Et des cartes comme ça, on va en voir beaucoup. Parce qu'au travers de la dynamique des réseaux sociaux, ce qui se passe, c'est qu'une grande partie de mon attention disponible va se concentrer sur l'agrégation géocontextualisée qui va m'intéresser par rapport à ma tribu. Et là, moi, ce qui m'interroge en tant que territoire public, quel est, dans un continuum où les signes ne sont plus seulement tangibles parce que tracés à la peinture ou à l'encre, quelle est la ville de tout le monde? Quels peuvent être les signes de tout le monde? Est-ce qu'il y a des régulations ou des annonces à faire là-dedans? Est-ce que c'est pour tout le monde parce que c'est cher ou pas? Etc. Donc, on ne peut penser ça qu'à partir du moment où on commence à accepter le statut d'importance du signe, indépendamment du fait que son support soit ou non tangible. Donc ça, c'est un point de vue personnel, c'est pas celui de la ville de Rennes. Et donc, je le dis ici, j'en profite d'être invité pour dire ce que je pense. Donner un exemple extrêmement évident sur cette importance des signes que vous connaissez tous, puisque vous venez d'une conférence de Christian Fauré et Bernard Kessler. Moi, je le dis pas mal à des élus ou à des cadres qui sont très souvent dans le concreto-concret et ne voient pas nécessairement l'intérêt d'avoir des stratégies d'investissement
des signes numériques. Aujourd'hui, on se croise sur la route à 100 km/h et on ne se cogne pas dedans. C'est quand même génial, parce qu'il y a des traits de peinture au milieu. Et ces traits de peinture au milieu sont une convention qu'on accepte avec un certain nombre de règles dans un langage commun. Aujourd'hui, si vous regardez une rue japonaise, il n'y a pas de vidéoprojecteur, je le montrerai après à ceux qui le souhaitent, au travers d'un outil comme un iPhone ou un téléphone Android, sur lequel vous avez ce qu'on appelle de la réalité augmentée mobile, donc vous voyez s'incarner tous les points posés sur la carte par les commerces et les personnes qui ont pris des photos sur la rue. Vous brandissez votre téléphone et par la caméra, vous voyez toutes ces photos, ces signes et ces enseignes. Alors là, vous n'êtes même plus à Las Vegas, hein. Là, vous avez une rue saturée de signes émanant d'éditeurs qui sont des opérateurs privés, qui sont des particuliers, qui sont des tribus. Et dans ces signes, il n'y a pas un signe public. Pas un signe d'entité publique. D'accord ? Il n'y a pas non plus de réflexion sur le fait qu'on emménage, on fait des règlements locaux de publicité sur les supports concrets, on n'en fait pas sur l'investissement des signes numériques sur la ville. Il n'y a pas de réflexion non plus sur le fait qu'on peut dépenser des millions dans de l'aménagement d'urbanisme, mais que les gens aujourd'hui ont des dynamiques physico-numériques qui font ça peut être intéressant d'avoir des zones physiques de déconnexion et des points physiques où on va retirer des petites annonces sur des fontaines numériques avec son mobile parce que les gens vont se parler autour. Donc ça, c'est une chose, à mon avis, sur laquelle il y a pas mal de travail à faire. L'autre point qui est intéressant, et sans connaître sans doute très bien les travaux d'Ars Industrialis, j'ai été en fait intéressé par la thématique de technologie relationnelle, c'est parce que il faut bien comprendre qu'au niveau du numérique, aujourd'hui, on est sur une massification d'usage qui a des incidences qui sont super importantes au niveau hyperlocal et donc territorial. Un point qui est, je vais vous raconter une histoire que tout le monde, qui hérissera les cheveux de personne aujourd'hui. Vous avez un collégien, il va courir pour attraper son bus. Le bus est en retard. On lui dit le bus est en retard. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un SMS à son copain pour lui dire ne cours pas, le bus est en retard. Il était avec lui dans la salle de classe physiquement. Il lui envoie un SMS. Il monte dans le bus et il discute. Il rentre chez ses parents. Il dîne vite fait. Il fonce sur MSN. Il prépare ses devoirs sur MSN avec ses potes comme les autres. Il va commenter le blog, non pas de quelqu'un à l'autre bout du monde, mais probablement d'une copine de classe ou du collège. Faire des fois une petite partie de jeu en réseau avec les copains. Et puis les retrouver physiquement le lendemain. À un moment, il va te dire « Je t'ai dit ça, mais je te l'ai dit par MSN, par SMS, physiquement, on est en relation. » D'accord ? Et cette relation, en fait, hyper locale, elle est aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une très forte utilisation des outils numériques pour parler à son voisin et pas à l'autre bout du monde. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension de continuum relationnel. Cette dimension de continuum relationnel, elle pose énormément l'importance de la dimension du numérique au niveau hyperlocal et donc pour les territoires de l'observation et de l'encouragement des usages au niveau hyperlocal. Quand on disait ça en 2004, en 2002 à Rennes, on a fait une opération qui s'appelait Touraine Blog, parce que les blogs c'était pour les politiques et les cadres de l'époque un outil individuel par essence. C'était le truc de la personne qui aime bien les Nike, le rap, qui va sur Skyblog et puis qui parle du rap et des chaussures de sport. On a fait une campagne d'abribus en mettant zéro contenu en ligne et en ouvrant 43 blogs de lieux publics alimentés avec des téléphones en prêt gratuit dans 27 équipements de quartier, avec une boîte email d'indiquer et un numéro de téléphone sur 180 réverbères. On a eu 10 000 éléments multimédia postés pendant 10 mois par les gens sur une seule base de règles, et j'envoie ce que je veux, mais en rapport avec le lieu. Donc ce n'était pas un outil individuel, c'était un outil d'expression qu'on pouvait détourner pour une expression collective. Aujourd'hui, on a le même problème au niveau de l'opposition entre le physique et le numérique. Il n'y a que quand il y a un apéro Facebook, où à Rennes on a 5000 jeunes, je dis bien 5000, qui se réunissent avec des bouteilles d'alcool, où on se rend compte que c'est pas des pseudos Toto 54, non, c'est des vrais gens. Oui, c'est des vrais gens. Ne pas prendre à la légère. Aujourd'hui, un pseudo, un tweet, un statut, c'est vraiment quelqu'un qui est derrière, et la faculté de synchronisation et d'action, la capacité ou le potentiel, aujourd'hui largement non réalisé dans le domaine de la chose publique et même du registre de l'action citoyenne, notamment dans Facebook, c'est le fait que je peux me synchroniser avec quelqu'un qui est à 100 mètres, 200 mètres, 3 km, on peut faire beaucoup plus facilement un barbecue ou d'autres choses, ou se coordonner, voire même
entamer des trucs un petit peu plus intelligents. Les exemples, on en a pléthore dans ce registre. Il y a un chef d'entreprise d'Ille-et-Vilaine qui me disait l'autre fois, je ne comprends pas. J'arrive pas à motiver mes salariés, je suis en conflit avec mes syndicats et tout. Et en allant sur le forum du festival qui s'appelle Les Mines d'Or à Martigny-Ferchaud, où il y a un collectif de plusieurs milliers de bénévoles qui réalisent les décors d'une pièce de théâtre qui est jouée 3 nuits par an, j'ai vu que j'en avais 70 qui bossaient tous les dimanches en synchro, qui viennent de faire une réplique de Galion. Bah oui, il y a motivation, engagement, hyper local et puissance de collaboration numérique. Et oui. Donc, il y a une importance de cette relation au niveau hyper local, et il y a évidemment, comme dans toute chose qui est puissante, des corollaires multiples. Par exemple, aujourd'hui, vous avez les bars où on boit beaucoup et où on boit très tard à Rennes, où il y a beaucoup d'étudiants, qui ont des groupes de fans sur Facebook de plus de 800 personnes, et qui n'hésitent pas à utiliser largement Facebook pour dire moins 20% sur le rhum si tu viens habillé comme ça, etc. D'accord ? Mais par contre, c'est pas du tout bénin, c'est très concret. Aujourd'hui, la capacité d'action, le potentiel en fait est important. Par contre, moi ce que j'observe, c'est que dans Facebook, j'ai peu de groupes de nettoyage de berges sur Rennes. D'accord ? Je les ai sur des forums. Par contre, quand on organise avec un festival qui s'appelle Agitato des flash mobs, donc des réunions éclairs, calquées sur ces dynamiques de réseaux sociaux, c'était le cas dimanche dernier, on fait un pari, on dit aux gens téléchargez un MP3 sur une page web, mais ils habitent les uns près des autres. Réglez vos montres sur la page web. Vous lancez le MP3 tous en même temps. Et qui vont jouer dans la rue. On ne sait pas s'il y en a 10 qui vont venir ou 500. Bon, là, il y en avait 200. Et bien ces 200, en fait, c'était eux les acteurs de la rue. Ils sont venus déguisés. Le script avait été écrit par un chorégraphe avec un gars de théâtre, et ça a très très bien marché. Donc ces dynamiques ne sont pas antithétiques. Il y a des tas de choses à observer qui sont intéressantes. L'autre chose qui est intéressante, c'est ce qui est en train de débouler, c'est le fait qu'il y a en quelque sorte, avec le téléphone mobile et notamment la réalité augmentée, auparavant pour moi, je voyais sur un morceau de papier boulangerie fermée, retour dans 10 minutes, je ne vais pas dire c'est du noir et blanc, parce que j'ai une culture, c'est des signes, je les comprends. D'accord ? Donc ça, si je vous le montre, vous allez me dire, oui, c'est un panneau où il y a marqué rendez-vous dans 10 minutes. Donc c'est un corollaire en termes d'action, c'est si j'ai le temps, j'attends, etc. Mais ça guide vraiment mon action. Aujourd'hui, ces signes, on les lit beaucoup sur des écrans. Et ces signes, ils sont issus de flux. Ils sont plus figés. Donc ça veut dire que ce qui est extrêmement important, c'est de comprendre que l'ombre numérique des lieux, elle est en train de se dessiner. La matière première est déjà là. On a des milliers et des milliers d'objets qui sont géocontextualisés. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ? C'est ouvert à qui ? Est-ce qu'il y a la démocratie dedans ? Est-ce que mes données personnelles sont traquées ? Est-ce que ça va me servir à quelque chose ? Est-ce que ça exclut du monde ? D'accord ? Seulement pour penser et développer des services là-dedans, il n'y a qu'une manière de le faire, c'est d'arrêter d'opposer les signes tangibles et les signes numériques. Donc ça, c'est une chose qui me paraît assez importante. Donc, pour faire ça, à mon avis, il faut se rendre compte qu'on n'est pas du tout dans des choses qui sont si abstraites que ça. Il y a aujourd'hui, vous le savez, plus d'1 milliard de téléphones portables en circulation et utilisés. Sur les petites choses comme Facebook, on est à 1,5 milliard d'inscrits. Ça veut dire que les personnes sur ce type d'outils, elles ont des tas de pratiques induites. Ça veut dire qu'elles sont capables d'avoir une image qui les représente, avec ou non un pseudonyme, ce qu'on appelle un avatar, qu'elles ont des notions de profil, que derrière, elles agrègent de l'information qu'on appelle des statuts. En microblogging, elles ne pondent pas une page par jour. Leur page, c'est la somme de plein de petites choses qui sont envoyées, maîtrisées ou non, par eux et leurs amis et qu'on appelle des murs, et qui sont en train de grignoter sur ce qu'on appelait les blogs. On a aujourd'hui aussi autre chose qui est intéressant, c'est qu'auparavant, on avait le modèle et puis on réajustait, tandis que maintenant, on a un modèle qui bouge en fonction des contributions des personnes et de ce qui se passe, quasiment en temps réel, et qui va qualifier soit ma latitude d'action, soit qui va m'aider à faire des choix, ou qui va essayer de m'inciter à faire des choix, par exemple dans le domaine économique. Par exemple,
On prend Google Earth, il y a des latitudes et des longitudes. Aujourd'hui, vous avez pas mal de villes qui sont modélisées en 3D dedans. C'est quand même une représentation spatiale planétaire dans laquelle vous avez un certain nombre de représentations, comme des métros, où si le métro s'arrête dans le monde réel, il s'arrête sur le web, il s'arrête dans la maquette. Vous le verrez s'arrêter sur votre mobile. Ce que je veux dire, c'est que auparavant, dans une bibliothèque ou dans une boutique, je faisais l'inventaire, je notais les livres qui rentrent et qui sortent, et pour réajuster le tir, je recomptais. Maintenant, j'ai des puces sur les livres, et le modèle, d'accord, du stock, il évolue en fonction des mouvements des livres. Et nous, je crois qu'on émet quelques petites informations sur nos actions, sur nos mouvements, avec ce type d'outil. Donc, autrement dit, il y a un va-et-vient entre des modèles et des perceptions de modèles qui sont construits ou pas, ou auxquels on accède par le filtre des services et des tribus. Il me paraît essentiel quand même, pour ceux qui incarnent par le vote démocratique ce qu'on veut avoir comme service, comme partage, comme information, comme projet sur des collectivités, de s'interroger sur ce continuum-là. Donc il y a aussi d'autres phénomènes qui sont intéressants, comme qui ne sont pas du tout aujourd'hui, à mon avis, suffisamment étudiés par les acteurs publics, comme par exemple le fait qu'auparavant j'étais en mono-utilisateur très très souvent et en asynchrone, et maintenant je suis en multi-utilisateur synchrone très très souvent. Le simple fait que j'ai mon téléphone de poser sur la table, même si je lis quelque chose ou quoi que ce soit, et ben très souvent, dès que je l'allume, je vais avoir mon Facebook, mon MSN, mon Twitter, mon etc. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui vont allumer un ordinateur sans avoir sur leur Gmail le chat Gmail ou le MSN. Donc on arrive quand même aujourd'hui à être dans une relation numérique qui peut aller assez loin dans des formes de maîtrise de l'environnement numérique. Par exemple, il y a plus de 300 millions de personnes aujourd'hui qui jouent dans des jeux en ligne comme Warcraft, EVE Online, la version logicielle libre de Second Life Open Simulator, etc. Mais ça veut dire quoi en termes de pratique et de ce qu'ils savent faire? Ça veut dire qu'au niveau cognitif, ils ne sont pas ultra saturés. Comment ils font pour arriver à échanger, avoir en même temps un truc qui ressemble à un Boeing en fenêtre de navigation et à le gérer très bien à 10 ou 15 ans. Le fait de savoir gérer, le fait de dire je suis disponible, je ne suis pas disponible. Une étude par exemple avait montré que sur le jeu en réseau EverQuest, où les gens sont des dragons, des elfes et tout ce que vous voulez, les personnes avaient 5 fois plus de chances d'être dans la même guilde si elles habitaient à moins de 15 km les uns des autres. Quand ma femme, dans mon village de Janzé, voit mon fils sur Warcraft, donc c'est un guerrier en image de synthèse, et qu'elle voit un dragon à côté de lui, elle lui dit « Demande à la mère de Jonathan si elle peut venir au goûter. » Parce que le dragon, c'est Jonathan. Et qu'ils sont 8 dans sa classe. Parce qu'ils n'opposent pas. Pour eux, un pseudo, c'est quelqu'un. Donc ça pose des questions, c'est qu'aujourd'hui, qu'on le regarde ou pas dans les territoires publics, il y a des potentiels, par exemple, d'apprentissage, des potentiels de coordination, des potentiels de synchronisation dans ces environnements qui sont très peu investis et par les territoires et par la chose publique. Et puis ensuite, on va arriver sur évidemment tous les enjeux qu'il y a au niveau du web sémantique, des intelligences artificielles, des bots. Et là, il y a des choses qui sont certainement très intéressantes à faire, ne serait-ce que pour, par exemple, partager un socle en deçà des tribus, dans les milliers et milliers d'objets médias qui circulent. Donc, autrement dit, les objets médias sont émis par non seulement les acteurs publics, les acteurs privés, mais par les particuliers. Ils sont localisés et ils sont alors c'est l'acception, enfin c'est le terme anglo-saxon, il est très très imparfait en français, mais quand on dit, vous savez, socialized, en gros, une photo, elle a toujours eu de la valeur parce qu'on l'aimait ou parce qu'elle nous faisait quelque chose. Là, elle a une autre valeur également qui émerge, qui était déjà là, mais qui du coup, par contre, monte un petit peu plus. C'est qu'elle peut être débile, mais elle fait réagir des personnes, et toutes les personnes qui ont réagi sur cette photo peuvent se parler et même rester amis après. C'est les commentaires sur les vidéos YouTube. C'est le fait qu'une photo puisse être
notés, scorés, commentés par des gens qui ont des pseudos, peuvent se faire amis et se resuivre derrière. Donc ce potentiel de mise en relation de l'objet média doublé de sa localisation dans un continuum relationnel hyperlocal est un potentiel de lien, d'expression, de débat, à mon avis, aujourd'hui, insuffisamment exploré par la chose publique. Donc, là-dessus, je pense que nous, on n'a qu'une manière, en fait, aujourd'hui, d'apprendre à écrire des signes autres que tangibles et à les partager sur des objets qui sont des objets dans lesquels on a déjà des actions publiques. Sur les objets culturels, sur les objets d'éducation, sur des services d'aide sociale, sur des réflexions d'urbanisme de la ville qu'on veut, c'est de mettre en pratique. Donc je vais vous donner juste 2 ou 3 exemples, très rapides. Premier exemple. Il y a des jeux où je mets mon paquet de cornflakes devant une webcam avec une adresse et puis je bouge un petit bonhomme en 3D sur mon paquet de cornflakes. D'accord ? Ça s'appelle la réalité augmentée. Bah nous, on met des bâches de 2 mètres de diamètre avec un code barre, on prête gratuitement des tablettes à des habitants et ils voient le bâtiment qui est prévu de construire sur le chantier. Et ils peuvent poser des questions à l'animateur d'un atelier d'urbanisme et les remonter. Ça veut dire que cette techno-là peut être détournée pour donner à voir autre chose que des bonhommes qui courent sur des paquets de cornflakes. Quand on fait de l'utilisation de maquettes 3D, on ne le fait pas avec un clavier et une souris. On met des manettes de Wiimote dans la main des seniors, avec un canal de retour en vidéo, où il n'y a pas besoin forcément de manipuler un clavier. Quand on va dans un quartier, sur la MJC par exemple du Grand Cordel, on fait une carto des émotions. On met des capteurs d'émotions. Il y a eu 140 habitants qui ont participé avec l'artiste Christian Holt. Ils déambulent dans le quartier, on fait des dessins comme sur le quartier du Blôme, et derrière on a un support de débat sur le quartier perçu, qui est un support de débat qui assume la dimension subjective de la ville. Je vous parlais de Touraine Blog, enfin il y en a beaucoup, j'en ai 28 en stock actuellement sur un portfolio en cours, mais une chose qui est importante, c'est que de mon point de vue, il manque une dimension d'expérimentation agile qui permet de se tromper à bas risque pour explorer un écosystème qui bouge vite. On a une culture de paquebot, programmatique, on pense bien, on fait bien, et quand on a fini de faire, personne n'en veut. À un moment, il faut se rendre compte qu'il est extrêmement intéressant d'abaisser le seuil quand on avance en milieu assez inconnu et de faire des expérimentations en cycle court et agile. Au MIT, on dit démo or die. Une démo ou rien. D'accord ? Et de le confronter aux habitants en disant non pas c'est un service, mais essayez ça avec nous et corrigeons le tir ensemble. Cette dynamique d'expérimentation agile, elle ne veut pas dire qu'on arrête d'assurer le régalien, elle ne veut pas dire qu'on arrête d'assurer le programmatique, elle ne veut pas dire qu'on se met en retrait par rapport à son rôle de confiance. On continue à assurer tout ça. Mais par contre, elle est totalement nécessaire, sans quoi, je crains fort, que la dimension de services et d'information assurée en commun sur des territoires publics qui sont théoriquement légitimes pour la garantir, soit très très faible au registre de la vitesse de déploiement des services de l'offre privée et des personnes qui captent les plateformes de contenu. Merci pour votre attention.